notre invité politique ce matin, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. On va commencer, Laurent Jacobelli, par la panthéonisation de Missak Manouchian, qui aura donc lieu demain, ce résistant communiste qui a été fusillé il y a 80 ans au Mont-Valérien. En plus d'Emmanuel Macron, qui en appelle à votre esprit de décence, ce sont deux familles de fusillés du groupe Manouchian qui demandent au Rassemblement national de ne pas être présent. Est-ce que vous les entendez et est-ce que du coup vous renoncez à y aller? Bien sûr que non, nous y serons. Nous y serons parce que l'arrivée au Panthéon d'un résistant, c'est l'union nationale qui se fait, autour des valeurs et notamment la défense de la souveraineté, de l'indépendance de la France contre l'occupant nazi. C'est un moment qui devrait être un moment d'unité nationale et non pas de division. Et je regrette le rôle que joue le président de la République dans cette histoire d'agitateur, de diviseur. Il devrait être le premier des Français à vouloir unir l'ensemble de la nation. Le Rassemblement national a toute sa place en tant que premier parti d'opposition, Marine Le Pen en tant qu'élue de la République dans cette panthéonisation. Je rappelle que quand quelqu'un, un homme ou une femme entre au Panthéon, c'est parce qu'il fait partie de l'histoire de France, c'est-à-dire de ce lien qui nous unit tous. Alors pensons cohésion, ne pensons pas division et ne faisons pas de ce grand événement un sujet de petite politique politicienne. Marine Le Pen avait respecté la volonté de la famille de Robert Badinter la semaine dernière en s'abstenant de participer à l'hommage qui lui était rendu place Vendôme. Pourquoi pas cette fois? La famille de M. Badinter, qui était un grand commis de l'État, était dans un deuil personnel. Robert Badinter venait de mourir et elle a exprimé des souhaits. Dans ces cas-là, on comprend la douleur et la volonté de la famille. Et ça passe, je crois, avant tout le reste. Même si nous avons regretté de ne pas y être parce que c'était un grand serviteur de l'État, on pouvait ne pas être d'accord avec tout, mais il faisait partie de ces hommes qui ont servi la nation. Bon, dont acte. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'est une panthéonisation, c'est donc un acte symbolique très fort pour l'ensemble de l'unité et de la représentation nationale et de la France. Et donc, il faut être présent. C'est en tout cas, nous, ce que nous voulons, à chaque fois que la République nous appelle, nous sommes là, nous sommes des représentants de cette République. Et Marine Le Pen a, je le répète, toute sa place dans cette cérémonie. J'entends ce que vous dites, mais en même temps, le Rassemblement national est l'héritier du Front national. Je vous rappelle que c'est un parti qui a été créé le 27 octobre 1972. Et le jour du dépôt des statuts à la préfecture de Paris de ce parti, il y avait Jean-Marie Le Pen et Pierre Bousquet. Pierre Bousquet, qui était un ancien de la Waffen-SS, de la division Charlemagne. Donc vous comprenez aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui puissent vous prier de ne pas assister et de ne pas représenter l'ancien Front national à cette cérémonie. Il y avait aussi dans les fondateurs M. Bidault, un grand résistant. Il y avait 42 grands résistants au moment de la constitution du Front national. Vous, j'imagine, poserez la même question lorsque vous aurez un élu socialiste face à vous, en lui disant que François Mitterrand a eu la francisque, qu'il était un fidèle collaborateur du maréchal Pétain et que donc le Parti socialiste ne devrait pas y aller. Vous expliquerez aussi à mes collègues communistes que le Parti communiste a été dissous en 1939 par un radical de gauche, pas par qui que ce soit d'autre, tout simplement parce qu'il y avait intelligence avec les nazis. Vous vous en rappelez? Vous vous rappelez aussi que M. Papon a été ministre de droite. Moi, je veux bien recevoir des leçons de morale. Non, mais je crois qu'il faut les appliquer à tout le monde ou à personne. La France a une histoire compliquée. Il y a eu des résistants de toutes les tendances politiques. Il y a eu des collabos de toutes les tendances politiques. Est-ce que le Front National a à rougir de son passé? Non. Est-ce que ceux qui nous donnent des leçons... Le Front National n'a en aucun point à rougir de son passé. Est-ce que ceux qui nous donnent des leçons sont à l'abri eux-mêmes des critiques? Évidemment non. Alors, dans un moment de cohésion nationale, arrêtons. Je vais vous dire ce qui se passe. Il n'y a rien à revoir dans l'histoire du Front National ou dans les propos de son fondateur. Ah mais Marine Le Pen a fait le boulot. Je crois que si tous les partis politiques avaient fait le boulot... Vous dites on n'a pas à rougir de notre passé. Il n'y a rien à revoir. Mais parce qu'il y a eu un passé, parce que Marine Le Pen a pris toutes les décisions qu'il fallait, tous les partis politiques ne l'ont pas fait. Moi j'aimerais que le Parti communiste, dont le journal d'ailleurs l'Humanité a abrité les propos du président de la République, puisse avoir le même œil critique sur son passé. Mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, c'est un moment de cohésion nationale. Le président de la République, il ne parle pas de valeur en fait, il ne parle pas d'histoire de France. Il a, excusez-moi l'expression, le trouillomètre à zéro. Il voit bien les sondages. Il voit bien que nous sommes la première force d'opposition, d'abord pour le 9 juin et les élections européennes avec Jordan Bardella, puis en 2027 avec Marine Le Pen. Et donc, puisqu'il n'a plus d'arguments de fond contre nous, puisqu'il n'a pas d'arguments pour convaincre l'opinion qui est déjà convaincue par nous, il passe à l'anathème et à l'insulte. Eh bien, je crois que ce n'est pas digne d'un président de la République. Mais est-ce que ce n'est pas juste l'échec de votre dédiabolisation? Au final, vous êtes toujours rattrapé par votre passé, par votre histoire. On n'est rattrapé par rien du tout. D'abord, ce n'est pas notre passé, je vous le rappelle et je viens de vous l'expliquer, je crois assez clairement. C'est en tout cas beaucoup moins notre passé que des partis
parti politique qui existait pendant la période des faits. Nous, le Front National est né en 72. Et puis, je rappelle que ce que vous appelez la dédiabolisation, c'est, je crois, Marine Le Pen donnée gagnante au second tour de la présidentielle. Le pauvre président de la République qui perd pied, je crois que c'est pas ça un signe de non-dédiabolisation. Je crois que c'est plutôt un signe de perte de contrôle du président de la République et de la Macronie. Alors Marine Le Pen a réagi en dénonçant des propos outrageants d'Emmanuel Macron dans l'entretien qu'il a accordé à l'Humanité. À quoi fait-elle allusion précisément? Aux réserves du président sur la présence du RN au Panthéon, ou au fait que Emmanuel Macron dit qu'il n'a jamais considéré le parti comme appartenant à l'arc républicain? Ou c'est les deux qui... C'est les deux. Je crois qu'il y a un moment, il y a des électeurs qui font confiance au Rassemblement national, il y a des électeurs qui s'apprêtent à lui faire confiance. Je crois que là encore, il y a un mouvement de fond assez évident, parce que d'ailleurs on a fait les bons constats, qu'on a les bonnes solutions, qu'on fait un état assez précis de l'état de la France aujourd'hui et de là où la France devrait aller. Et donc, évidemment que le président de la République insulte nos électeurs et tous ceux qui s'apprêtent à voter pour nous, comme si ça allait les dissuader de le faire. Je pense qu'une fois encore, c'est pas digne. Un président de la République doit être celui qui est finalement le garant de la démocratie et de la République, et celui qui parle à tous les Français, pas simplement un chef de clan en pleine panique. Il y a un schisme au sein de la majorité. Le Premier ministre, au début du mois, considérait qu'il fallait travailler avec toutes les familles politiques représentées à l'Assemblée nationale, dont le RN, mais le président ne vous met pas dans l'arc républicain. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont paumés, excusez-moi l'expression, ils courent comme un poulet sans tête. Ils ne savent plus quoi faire avec nous, ils ne savent plus quoi faire avec l'opposition. En fait, on est face à une caste qui est en train de perdre le pouvoir et qui s'agrippe, qui essaye par tous les moyens de le conserver, alors que les Français ne veulent pas leur laisser. Bon, voilà, donc... Qui pourrait dire qu'on n'est pas dans l'arc républicain? Les députés ont été élus par les électeurs, les sénateurs ont été élus par les grands électeurs du Rassemblement national. Tous nos élus européens ont été élus sur une liste. Nous sommes républicains par définition. Donc ceux qui essayent de redéfinir des contours, alors un jour on y est, un jour on n'y est pas, en fonction du journal auquel on parle. Là, le président de la République a fait cette déclaration à l'Humanité, un journal d'extrême gauche, donc il sait à qui il parle. Mais au bout d'un moment, être président de la République, c'est avoir une vision politique, c'est pas tourner comme une girouette. Vous dites l'Humanité, journal d'extrême gauche. Est-ce que le Rassemblement national, est-ce que quand on parle d'extrême droite, ça vous convient ou ça vous pas du tout. L'extrême droite, c'est un mouvement historique. C'est d'ailleurs un mouvement qui ne respecte pas ou qui ne veut pas respecter les règles de la République. C'est l'extrême droite, souvent le parti du coup de force. Or, nous sommes clairement un parti démocratique. Alors, sauf qu'au sénatorial, en septembre, il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur qui avait classé le Rassemblement national comme extrême droite, et le Conseil d'État a validé cette appellation. Oui, non, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de jarnac du ministre de l'Intérieur. Mais je crois que le ministre de l'Intérieur ferait mieux de s'occuper de son boulot, c'est-à-dire assurer la sécurité en France. Donc, plutôt que de nous qualifier d'extrême droite, ce qui est complètement une aberration historique, il ferait mieux de contrôler l'immigration, et l'immigration explose. Il ferait mieux de contrôler l'insécurité explose, parce qu'on a un ministre de l'Intérieur aussi inefficace qu'agité. On va parler des européennes, Stéphane. Oui, Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex, entre 2015 et 2022, sera candidat aux élections européennes en 3e position sur la liste du Rassemblement national. Il s'est rendu à Menton, à la frontière avec l'Italie hier, avec Jordan Bardella. Ouais. Est-ce que c'est un ralliement important pour vous? C'est très important. C'est très important parce que M. Leggeri, en ayant eu les manettes de Frontex, Frontex sait ce que veut l'Union européenne. Lui, il a voulu surveiller nos frontières. Il a voulu empêcher les migrants d'arriver. Il a voulu protéger les pays d'Europe de la submersion migratoire. Et on lui a tapé sur les doigts pour ça. L'Union européenne lui a tapé sur les doigts. Vous aussi, le Rassemblement national aussi. À l'époque, Jordan Bardella qualifiait le Frontex d'agence de voyage pour migrants. Frontex, et nous le qualifions toujours d'ailleurs. Oui, mais c'était Fabrice Leggeri qui dirigeait Frontex à l'époque. Qui se battait contre ça. Il a voulu, avec toute son énergie, avec toute la force de ses convictions, protéger les frontières de l'Europe de la submersion migratoire. Eh bien, aujourd'hui, il dit clairement, l'Union européenne m'a empêché de travailler, l'Union européenne aime l'immigration, elle veut l'immigration, et quand elle dit qu'elle veut la combattre, elle ment. Donc vous remettez plus en cause Frontex? Nous remettons toujours en cause Frontex, mais il y a au sein de Frontex des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont tristes de voir ce que devient cette agence qui devrait nous protéger et non pas, effectivement, être une espèce de Club Med pour migrants. Je vous rappelle qu'en leur temps, les élus Rassemblement national à Strasbourg et à Bruxelles votaient contre les augmentations d'effectifs, de budget de Frontex, en disant que ça servait à rien, en fait. Mais évidemment, nous voulons... Je comprends pas bien. Pourtant, je vous l'explique, alors je vais vous l'expliquer probablement un peu mieux. Nous voulons que Frontex contrôle nos frontières, empêche les bateaux de migrants d'arriver et empêche une submersion migratoire non décidée avec des gens qui arrivent de manière
illégale. Ça s'appelle protéger les frontières, ça s'appelle une espèce de douane extérieure. Tant que Frontex n'est pas cela, mais a des ordres, d'au contraire aller accompagner les bateaux de migrants pour qu'ils arrivent à quai en Europe, de faire en sorte de faciliter l'arrivée de migrants clandestins, alors c'est pas notre vision des choses. Donc un Frontex qui protège, oui, un Frontex qui accueille, non. Est-ce que ça veut dire que vous mettez l'immigration au cœur de cette campagne des Européennes? C'est le retour aux fondamentaux? Mais l'immigration, elle s'est placée elle-même au cœur de cette campagne. Quand on voit, et Jordan Bardella... C'est vous qui l'avez placée. Les Républicains, ils font campagne sur l'agriculture, par exemple. Mais Monsieur Leggeri et Jordan Bardella étaient hier, je crois, à Menton, où le taux de migrants qui ont été arrêtés a été multiplié par 3 en 5 ans. On en est à 44 000. Les chiffres de l'immigration explosent. On a en France, l'actualité nous le montre, une délinquance due à des migrants légaux et illégaux qui s'envolent. On a des imams étrangers prêcheurs de haine. Bref, en France, aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle. Donc il faut ramener ce contrôle. Mais une fois encore, c'est pas vous qui avez placé l'immigration au cœur de votre campagne? Il faut protéger les Français. Parce que c'est là peut-être où vous pensez être le plus audible. Il faut protéger les Français de toutes les insécurités. L'insécurité migratoire, oui. L'insécurité économique, avec une baisse du pouvoir d'achat contre laquelle il faut lutter. L'insécurité, finalement, du salaire. Et on voit bien ce qui se passe avec nos agriculteurs. L'Union européenne leur a imposé des normes aberrantes. L'Union européenne leur a imposé des traités de libre-échange qui les placent aujourd'hui dans une situation de production difficile, dans une situation de concurrence intenable et dans des situations personnelles parfois inextricables. Donc oui, l'Union européenne, elle s'est invitée dans nos vies, malheureusement pas là où elle attendait, pas là où elle peut faire le bien, mais là où on a l'impression qu'elle s'évertue à pourrir notre quotidien. Eh bien nous voulons faire une contre-proposition. Gérald Darmanin, la semaine dernière, a évoqué une réforme du droit du sol pour Mayotte. Est-ce que vous soutiendrez une réforme constitutionnelle en ce sens, ou alors, pour vous, c'est le référendum sur l'immigration et rien que le référendum sur l'immigration que demande Jordan Bardella? Marine Le Pen avait déjà proposé qu'à Mayotte, le droit du sol ne s'applique pas dans un projet de loi. D'ailleurs, je me rappelle des critiques de la majorité actuelle lorsqu'elle l'avait fait. Je suis heureux de voir qu'ils ont compris que nous avivions raison. Donc vous voterez. Donc vous voterez ou pas? Il faut voir le texte. Mais a priori, ça va dans le bon sens. En revanche, nous, ce que nous proposons, et vous avez raison de le souligner, c'est l'arrêt de cette politique du droit du sol au niveau national. Et pour ça, il faut un référendum, oui. Il faut enfin qu'on demande aux Français quelle est leur vision de l'immigration. Et pour nous, la fin du droit du sol fait partie de cette vision. Être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Ça s'hérite, ça veut dire que ses parents sont français, ou ça se mérite, ça veut dire qu'au moment de choisir, même si on a été élevé en France de parents étrangers, eh bien on montre qu'on a envie de faire partie de la nation française. On connaît sa culture, on connaît sa langue, on partage ses valeurs. Voilà, c'est une étape importante, comme le font d'ailleurs à peu près 3/4 des pays dans le monde. Les Républicains, ils ont lancé une procédure de référendum d'initiative partagée sur l'immigration, notamment sur les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Vous soutenez cette démarche? Mais ça n'a aucune chance d'aboutir. Il faut un nombre de signataires incalculable, plusieurs millions. Il faut que le Parlement soit d'accord. En fait, tout ça, c'est de l'agitation, c'est de la com. Si un électeur des Républicains... il a plus de chances d'aboutir. Ah oui, parce que c'est un référendum qui sera organisé par l'État et qui aura valeur constitutionnelle une fois que les Français auront voté. Vous arrivez au pouvoir pour ça? Ah ben évidemment, mais je ne suis pas ici pour vous dire qu'on va regarder la Macronie essayer de régler l'immigration, puisque la Macronie n'y est pas arrivée et qu'elle a explosé tous les chiffres. Donc nous, on va le faire avec le peuple français et ça passe par un référendum. Les coups de com' des Républicains qui essayent de faire oublier qu'ils ont travaillé main dans la main avec Emmanuel Macron et qu'eux-mêmes ont un bilan pas si terrible en matière d'immigration. Bon, on va regarder ça d'un œil un peu détaché, mais moi je le dis aux électeurs, les Républicains, si vous voulez vraiment retrouver la sécurité en France et arrêter avec cette immigration incontrôlée, il y a un seul vote. Jordan Bardella le 9 juin. Est-ce que vous serez présent au grand meeting du Rassemblement national le 3 mars à Marseille? Vous êtes les premiers à en organiser un. Pourquoi si tôt et pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de tête de liste Renaissance en face? Ça, c'est un problème pour vous ou ça vous permet de dérouler tranquille? Écoutez, nous, en tout cas, on fait campagne. On le doit aux électeurs. On doit leur expliquer, parce que beaucoup d'électeurs hésitent sur le rôle aujourd'hui de l'Union européenne. Quelles sont les décisions qui m'impactent? Qu'est-ce qui est du devoir du Parlement français ou du Parlement européen? Donc, c'est important de faire campagne. Et puis, le 3 mars à Marseille, c'est effectivement un grand lancement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y aura énormément de monde. J'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent y aller à venir. Pourquoi est-ce que Renaissance n'a pas de tête de liste? Peut-être parce qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont candidats à se prendre un bouillon.
Aujourd'hui, les sondages... C'est comme ça que vous l'interprétez ? Aujourd'hui, les sondages montrent bien que les Français n'ont plus confiance en la Macronie. Et pire encore, ils sont les meilleurs soutiens de Mme von der Leyen, dont les Français n'en peuvent plus, puisque cette présidente de la Commission européenne que personne n'a élue et qui veut tout décider à notre place. Ils ont accepté tous les diktats des écolos dingos, le pacte vert, la décroissance agricole. Ils ont accepté tous les traités de libre-échange. Ils nous parlent aujourd'hui d'ailleurs de fondre notre armée dans une armée européenne, c'est-à-dire qu'on ne sera même plus défendu. Ils vont vraiment tout gâcher. La défense européenne, vous êtes contre, vous ? Complètement. Oui, complètement. Même quand vous entendez les déclarations de Donald Trump ? Alors, les déclarations de Donald Trump montrent bien que notre allié américain peut avoir une faiblesse et que donc les pays européens doivent travailler ensemble. Ça, là-dessus, nous en sommes de fervents défenseurs. Qu'il y ait par exemple une interopérabilité entre nos armées, c'est-à-dire que les matériels soient compatibles au cas où nous devions lutter ensemble ou nous aider les uns les autres. C'est une très bonne chose. Mais tout fondre dans un grand ensemble, c'est pas possible parce qu'on a parfois... Mais qui veut tout fondre dans un grand ensemble ? Madame von der Leyen qui veut un commissaire européen à la défense, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sera peut-être même pas français, que personne n'aura élu et qui décidera pour nos armées. Je crois qu'en France, on a la chance d'avoir la dissuasion nucléaire. On a la chance d'avoir la meilleure armée de l'Union européenne. C'est un bien précieux pour notre souveraineté. Cette souveraineté, elle n'est pas égoïste. Évidemment, nous aiderons nos partenaires. Mais c'est exactement ce que dit Sébastien Lecornu. Il a redit ça dimanche dans le journal du dimanche encore. Quand vous lisez bien, il y a des fonds européens. Non, il dit que la priorité, ça doit être notre souveraineté, ça doit être notre dissuasion nucléaire. Sur l'industrie de défense, par exemple. Aujourd'hui, on nous parle de souveraineté européenne. Mais ça ne veut rien dire, la souveraineté européenne. Moi, je vous parle de souveraineté française, pour que nous produisions notre propre armement, que nous ne soyons pas dépendants des autres. Vous savez, quand on coproduit... C'est exactement ce que dit le ministre des Armées. C'est pas ce qu'ils font. Quand on coproduit, par exemple, un char ou une arme avec l'Allemagne, eh bien l'Allemagne peut nous interdire de l'exporter. Or, l'exportation de ces armes, c'est ce qui permet de financer aussi la production de l'armement. Donc vous voyez bien que tout ça n'est pas très cohérent. On est dans l'idéologie. Et vous savez, cette fusion dans un grand magma, c'est ce qui a, je crois, détruit notre agriculture. C'est ce qui fait que l'immigration est incontrôlée. C'est un échec à chaque fois. Donc travaillons ensemble en respectant la souveraineté et l'identité des nations, et ça marchera très bien. Un mot sur une phrase de Laurent Wauquiez, là encore dans le journal du dimanche, ce week-end, en parlant de Marine Le Pen, il dit « Face à l'impuissance, ce n'est pas en essayant l'incompétence qu'on va s'en sortir ». Que répondez-vous ? De qui vous me parlez ? Laurent Wauquiez. On ne connaît pas. Celui qui n'était pas là pour la réforme des retraites, celui qui sort la tête une fois tous les ans pour dire « je suis candidat », qui propose rien et qui retourne se cacher en Rhône-Alpes. Écoutez, voilà, grand bien lui fasse. C'est comme ça que vous le voyez. Grand bien lui fasse, mais qui lise le programme de Marine Le Pen. Qui est peut-être le candidat des Républicains en 2027 ? Oui, écoutez... S'il a le goût du combat inutile, c'est son affaire. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, la vraie force d'opposition, c'est Marine Le Pen. Elle a un programme très clair et très construit. Vous savez, les Français ne sont pas idiots. Si les Français aujourd'hui nous font confiance, qu'ils voient en nous la principale force d'alternance à la Macronie, c'est probablement que nous avons identifié les problèmes et que nous y apportons les bonnes solutions. Et je le redis, moi, les électeurs LR qui aiment sincèrement leur patrie, qui veulent vraiment que les gens changent, aujourd'hui... qu'ils nous rejoignent parce que c'est pas les petits coups de pub de M. Wauquiez une fois de temps en temps, c'est pas les changements d'orientation du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui sont à même de les protéger. On va parler de... Allez-y Stéphane Hamon. Une dernière question sur les européennes. Aux élections de 2019, vous aviez 23 députés initialement élus. Il vous en reste 17 plus 1 qui siègent au sein du groupe Identité et Démocratie, qui réunit des députés populistes, nationalistes et d'extrême droite d'un peu toute l'Europe, mais qui est un groupe en fait avec lequel personne ne veut travailler à Strasbourg, qui est complètement marginalisé. À quoi ça sert d'envoyer des députés français dans un groupe qui n'a aucun poids ? Est-ce que c'est pas une façon d'affaiblir la France au niveau européen ? Non, je pense que votre question est un peu. C'est un petit peu ce qui s'est passé, on est d'accord. Il ne vous aura pas échappé qu'un groupe, que ce soit au Parlement européen ou dans tout Parlement, il est soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Quand il est dans la majorité, il fait passer plus de choses que quand il est dans l'opposition. Enfin, celui-là, il est tout seul, y compris dans l'opposition. Ce que nous voulons demain, c'est qu'il y ait, depuis l'ensemble des pays d'Europe, des patriotes qui soient élus et que nous soyons, tous groupes confondus, majoritaires au Parlement européens. Aujourd'hui, ce sont les mondialistes qui sont majoritaires. Et d'ailleurs, ils votent tout en commun. Les Renaissances, les Verts, les socialistes, les LR. Lorsqu'il s'agit de s'unir pour le pacte asile et immigration, qui va nous ramener plus de migrants, quand il s'agit de s'unir pour les traités d'échanges internationaux, là, ils sont tous d'accord. Et donc, oui, effectivement, il y a des gens qui ont une voix. Ça vous arrive aussi de voter avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ? Ça nous arrive aussi, mais c'est pas systématique. Et au Parlement européen, malheureusement, il y a une espèce de grand magma qui fait que tout ce petit monde-là s'entend à Bruxelles et fait semblant de se diviser à Paris. Nous, on est cohérents. Demain,
les sondages le montrent d'ailleurs, il est possible qu'il y ait une nouvelle majorité au Parlement européen, qui soit une majorité souverainiste, patriote et non plus mondialiste et adepte du libre-échange sans contrôle. Et ça changera tout. Et donc, il faut aller voter pour les européennes. Il faut aller voter pour qu'il y ait des députés français patriotes du Rassemblement national pour défendre notre voix singulière. Et ce sera pareil dans les autres pays d'Europe. Vous savez, il n'y a aucune fatalité à ce que nous vivons actuellement. La démocratie, c'est aussi l'alternance. Nous avons montré que nous pouvions mettre Emmanuel Macron en minorité en France. Il faut montrer qu'on peut mettre lui et ses collègues en minorité au Parlement européen. En quoi vous l'avez mis en minorité, Emmanuel Macron? Il a battu 2 fois Marine Le Pen. Il n'est pas majoritaire aujourd'hui au Parlement, ça ne vous aura pas échappé. Et il a battu 2 fois Marine Le Pen. Oui, non, mais je parle du Parlement, puisque je fais une comparaison. Et puis nous verrons bien ce qui se passera en 2027. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé avoir demandé le retrait du titre de séjour de l'imam de Bagnols-sur-Cèze après des prêches anti-français. Est-ce que vous saluez la vitesse de réaction du ministre? Enfin, la vitesse de réaction, si je peux me permettre. Le même imam avait déjà été signalé 3 fois, notamment par la préfecture. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il avait monté une école coranique qui a fermé. Il y a des problèmes de financement, un peu troubles, si je crois. Donc, c'est pas un angelot de l'année. Hein. On ne découvre pas d'un coup que cet imam déteste la France et prêche la haine. Donc, une fois encore, la vitesse de réaction de M. Darmanin, elle est à relativiser. Mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire, M. Darmanin? Il va nous faire l'imam Iqiyoussen le retour? C'est-à-dire qu'il va essayer d'expulser cet imam, des ONG improbables vont essayer de s'y opposer, des juges de gauche vont s'y opposer, et puis au final, qu'est-ce qui va se passer? M. Darmanin va rester les bras ballants en disant j'ai rien pu faire. Mais qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez au pouvoir? C'est très clair. D'abord, il faut faire en sorte que la loi change et qu'on puisse expulser plus facilement, aujourd'hui, ceux qui détestent la France et qui sont en France. Il a essayé de faire avec la loi immigration. Non, c'est pas dans la loi immigration, je suis désolé, ça c'est la légende qu'il essaie d'entretenir, mais il n'y a rien dans le projet de loi qui nous était proposé qui peut permettre ça. Mais donc qu'est-ce que vous feriez? D'une manière générale. Ça, ce sont des décisions du Conseil d'État. D'accord, mais d'une manière générale, d'où la loi immigration par référendum. Une fois que le peuple aura décidé, ce sera gravé dans le marbre de la Constitution et nous pourrons faire appliquer la loi. Vous savez, aujourd'hui, il y a 20 000 radicalisés fichés. Voilà. Il y en a 4 200 qui sont étrangers. Moi, j'ai une seule question à M. Darmanin. Qu'est-ce qu'ils font en France? Comment, aujourd'hui, on peut être suivi, fiché pour radicalité, et notamment islamiste, vouloir nuire à la France, vouloir nuire à nos valeurs, et puis vouloir peut-être parfois mettre en danger la vie de nos concitoyens, et être encore sur le territoire national? La vraie question qu'il faut poser à M. Darmanin, c'est cela. Nous, on est très clair. Tous les délinquants et criminels étrangers seront ramenés chez eux. Mais ça veut dire une intense politique diplomatique, ça veut dire des lois qui suivent, et puis ça veut dire aussi ne pas avoir la main qui tremble dès qu'une petite ONG hausse le ton. Non, mais là, on parle de décision du Conseil d'État. On ne parle pas d'une petite ONG. Non, mais vous verrez bien, vous verrez qu'il y aura tout un tas de recours et qu'au final, il ne partira pas. Or, ce que nous proposons, nous, c'est de mettre en place un appareil législatif, un appareil juridique qui permette d'expulser vite et bien. On parle de la protection des Français. Un dernier mot, Stéphane? Sur le mouvement des agriculteurs qui reprend, vous soutenez le mouvement. Oui. Quel est votre projet pour l'agriculture en même temps? Vous en restez au localisme qui avait été présenté en 2022 pour la présidentielle? D'abord, c'est important le localisme, c'est-à-dire produire près de chez soi pour consommer près de chez soi. En même temps, on a peut-être besoin d'un peu d'exporter aussi, transformer les produits agricoles. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il est quand même curieux que la commande publique ne se tourne pas principalement vers les productions françaises. Moi, je suis aussi élu régional dans le Grand Est. 12%, vous m'entendez bien, 12% de ce qui est servi dans la restauration collective dépendant de la région est local. C'est grave. Si on faisait passer ce chiffre de 12%, allez, à 50%, ne soyons pas trop optimistes, déjà on changerait la situation concrète de beaucoup d'agriculteurs. Vous avez parlé des échanges et des exportations, mais il faut dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, si on enlève les produits viticoles, les vins, les spiritueux, la balance commerciale agricole, elle est négative en France. Alors qu'il y a encore quelques années, pas si longtemps, vous l'avez dit, 2017, nous étions exportateurs nets. Donc il y a eu une dégringolade de notre agriculture. Est-ce qu'il y a une fatalité? Absolument pas. La concurrence, c'est quoi? Vous produisez un produit à l'étranger, vous produisez un produit en France. Non, mais vous parlez des exportations. Il n'y a pas assez d'exportations. Et dans le temps, vous dites qu'il faut remettre en cause les traités de libre-échange. Mais je vais vous expliquer justement, c'est ce que j'étais en train de faire. L'exportation et l'importation, elles peuvent se faire sur des bases justes. La base juste, c'est quoi? C'est quand vous dites à un agriculteur français, il ne faut pas utiliser tel et tel produit, il ne faut pas cultiver plus de telle surface, il faut respecter telle norme. Eh bien, lorsqu'un produit arrive de l'étranger, il faut s'assurer qu'il ait respecté les mêmes normes. Parce que interdire certains produits phytosanitaires à des agriculteurs français et autoriser les mêmes produits phytosanitaires d'un produit qui vient du bout du monde, d'abord, c'est mettre nos agriculteurs en situation difficile et c'est polluer la planète.
Donc vous avez clause miroir dans les donc vous avez exactement les mêmes demandes que les écolos dingos. Non, excusez-moi. C'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Oui, mais je l'assume complètement. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est la décroissance. Ils veulent réduire les surfaces agricoles, ils veulent réduire la production de viande bovine, parce que eux, ils partent du principe que l'agriculture est nuisible pour l'environnement. Et comme ils ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, ils ne voient pas que la vraie pollution, c'est c'est le fait d'importer de 20 000 km des produits agricoles pour les consommer en France. Merci Laurent Jacobelli. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.